Notre Arnold Schwarzenegger est heureux. Un jeune réalisateur vient de le choisir pour incarner un robot tueur du futur, le Terminator, réalisé et écrit donc par un James Cameron tout nouveau sur le métier. Seulement voilà, un producteur malin, vicelard et prêt à tout que l'on connaît bien ici entend parler du projet et va rappeler à l'Autrichien qu'il est lié par contrat et doit donc ramener ses fesses sur un film qui s'appelle Kalidor ou Red Sonja en VO. Devant rester 15 jours pour quelques plans, le producteur va le coincer et en faire la vedette du film. Cela permettra à James Cameron de peaufiner son histoire de robot tueur, mais notre Arnie, lui, n'est pas prêt de se faire reprendre au jeu. Il va donc accepter de tourner dans un film pour notre producteur italien, Le Contrat, à la seule condition que ce contrat, les liant, soit terminé et lui rendre sa liberté. Ce sera chose faite, le libérant pour se bâtir la carrière que l'on connaît. Le film est bien moins drôle que le Commando de Mark Lester, à laquelle toute l'équipe se réfère en disant que oui, nous avons fait nous aussi une bande dessinée. On va donc parler de l'intention de l'équipe au départ, et puis je critiquerai sur la fin. Dites-lui que je suis l'emmerdeur qui colle aux fesses de Lamansky. Attendez ici. Plus bof, pas si bien réalisé, et à la photographie par contre d'Alex Thompson qui comme d'habitude a fait un travail absolument superbe ici. Rappelons-nous les photos qu'il a fait sur Excalibur de John Boorman, La Forteresse Noire de Michael Mann, Le Legend de Ridley Scott, Le Léviathan de George Pancosmatos, Le Alien 3 de David Fincher ou Le Demolition Man de Marco Brambilla et Le Cliffhanger de Renny Harlin, dont j'avais fait les vidéos sur tous ces films, comme si ma chaîne lui était consacrée. Et c'est là que le De Laurentiis est un margoulin de première en engageant ce bonhomme, ainsi que le vétéran John Irvine à la réalisation qui nous avait calmé avec le film Les Chiens de guerre, film ultra violent, Le Fantôme de Milburn et Hamburger Hill l'année d'après. L'image ici est bluffante, elle coupe même le souffle des spectateurs de l'époque par sa photo, malgré un script complètement inexistant, ou presque, une réalisation approximative et un montage absolument dégueulasse de Anne Coates, qui pourtant excelle d'habitude, mais qui en plus dessus a une musique complètement datée. Les scénaristes, Gary Devore et Norman Wexner, n'ont pas eu une grande carrière, mais ont quand même pourtant écrit pour le premier Les Chiens de guerre, donc du fameux réalisateur, et le second, Serpico de Sidney Lumet. Ils vont tirer leur scénario d'une histoire de deux Italiens, Luciano Vicenzoni et Sergio Donati, qui ont vogué avec Dino De Laurentiis ou Sergio Leone, mais que les deux scénaristes américains vont complètement remanier. Port illégal d'uniforme, délit de fuite, vol, refus d'obtempérer et outrage au shérif. Le héros est donc un ancien agent du FBI devenu shérif d'une petite ville et marié à une femme alcoolique et va donc infiltrer la mafia après la demande de son ancien patron et la mort de son fils. Tout va vite partir en couille et le nombre de morts va augmenter à chaque minute de film passé. Et encore parce que c'est quand même bien long avant que ça arrive. John Irvine a le goût des dialogues et il faudra un moment avant que notre actionneur se retrouve en tricot de peau ou en Marcel à la McLean pour tout dézinguer. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait au juste ? On commémore. C'est même un trait d'humour qui est quand même excellent quand l'Autrichien devient fou de rage et exécute les méchants sous le morceau Satisfaction des Rolling Stones. Seul moment du film, un peu de bravoure. On sait ce que l'on attend du bonhomme et le réalisateur aussi. John Irvine sait qu'il tourne un film à la gloire de son acteur et que son travail passe derrière la star. Rien de frustrant ici pour lui, il a signé pour ça et tout au long de sa carrière, c'est très bien que les noms des réalisateurs ne sont pas les premières choses retenues par les spectateurs non spécialistes du genre. Pour lui, c'est l'hommage au film de gangster revisité avec les gros bras du culturiste autrichien. Bonne soirée, je m'amuse comme un fou. Tiens, tu le prends avec moi, d'accord ? Max. Il est là pour aider l'acteur à sortir pendant un temps de sa bulle protectrice d'homme invincible et il réussit à peu près de temps en temps si le Arnold était un tant soit peu dirigé. Pour Irvine, comme Lester sur Commando, le contrat est pour lui un exercice de style, une bande dessinée cinématographique comme il le dit lui-même, une parodie du genre mais avec du panache et un peu plus d'intelligence. Bon, j'ai revu le film, c'est pas le cas. Bonsoir tout le monde, je compte sur vous pour remettre de l'ordre avant de partir, hein ?
Pour Irvine, il lui était impossible de faire un film de gangster d'époque et décide donc d'en faire un film d'anticipation en quelque sorte, un film qui se passerait dans un futur proche avec des références à Fritz Lang et son Metropolis que votre serviteur cherche encore en regardant le film. Le film ne doit pas être datable comme le Alphaville de Godard dont le réalisateur est fan, je vous rassure, le film est bien daté. Et comme Godard sur son film, il va demander à Alex Thompson de bouger la caméra comme sur le film La femme publique de Zulawski, qui est quand même assez hallucinant parce que je ne pensais pas vous parler de Godard, de Zulawski et de Fritz Lang sur le contrat avec Schwarzenegger. Regarde la gueule que t'auras quand tu seras mort. Je veux plus que tu payes la Mansky, c'est compris? Alors effectivement, il y a la scène du gars qui passe au travers d'une vitrine avec des gens qui passent devant en ayant rien à foutre, ce qui est pour John Irvine un passage qui montre l'indifférence des gens face à la violence. Excusez-moi, mais pour une fois que j'en trouve deux qui me vont... Par ici! Ouh là là, quel spectacle! De Laurentiis voudra couper la scène sans succès, ne comprenant pas ce que le réalisateur voulait dire, nous non plus. Il est conscient d'être loin d'une adaptation d'Hamlet, clairement, mais des scènes dont le combat sous la chanson des Stones Satisfaction sont pour lui sa contribution bien anglaise à un humour conscient de son travail, enfin c'est ce qu'il dit. On y voit même les cascadeurs prendre leur temps pour tomber et l'on se demande ce que cette grande carrière cache de si dangereux, si ce n'est l'occasion d'y montrer de gros engins se foutant dessus. Et un pauvre cabanon cachant quelques kilos de drogue et du pognon. Irvine a tourné des documentaires sur de vraies guerres et c'est donc à quoi cela ressemble, mais ça ne se voit pas du tout ici, d'où le côté soi-disant BD, la violence fait partie de nos vies pour lui. Son prochain film, Hamburger Hill, donc restera pour beaucoup un film impressionnant sur la guerre du Vietnam. Oh merde. Le tournage va débuter le 19 octobre 1985 et va se dérouler à Castle Hayne, Chicago et Wilmington. La raffinerie que va donc attaquer Arnold Schwarzenegger porte le nom d'Irvine Oil Processing Company, un clin d'œil au réalisateur dont on n'a strictement rien à foutre. Le film ne sera donc pas un gros succès au box-office, et pour cause, Top Gun sort juste avant, mais je pense que même s'il sortait tout seul, ça aurait pas été un carton, il va se retrouver devant Cobra de George Pan Cosmatos sur les entrées, parce que Cobra en est à sa 2e semaine d'exploitation, mais reste quand même décevant. Pour un budget situé entre 8 et 10 millions de dollars, on ne sait jamais avec Dino combien ça coûte réellement, il n'en remportera que 16. En France, fait rare, il sort un mois après les États-Unis et arrivera quand même à toucher du doigt le million d'entrées avec 1 million et 94 000 entrées en toute fin d'exploitation. Vite, flanquez-vous! Moins que Commando, certes, clairement, et les critiques de l'époque commencent à parler de la fin des gros bras. Ils vont même jusqu'à comparer les affiches des deux films, Le Contrat et Cobra, en y voyant une modernisation de Stallone en rapport à Arnold, simplement parce que Sylvester, sur l'affiche de Cobra, est habillé et pas Arnold. Bon, il en faut peu, c'est un combat du meilleur look, on en a rien à foutre. Je cherche à prouver qu'il vous faut un garçon comme moi. Pourquoi faire? Pour veiller au grain. Et tout ce que ça sous-entend. Arnold accepte donc le film pour annuler son contrat avec Dino De Laurentiis, mais aussi pour un challenge plus important pour lui qu'il rate. Malgré le nombre de scènes d'action, le film lui permet effectivement de jouer face à des acteurs plus confirmés que lui, et l'homme, toujours ambitieux, veut se montrer à la hauteur. Je suis fiché à la police. Je pense que vous avez suffisamment de flics à votre botte pour vous renseigner. Il n'y arrive pas, je vous rassure. Ici, dans son costume et ses cheveux gominés, l'acteur change donc légèrement de registre malgré le nombre de morts. Certaines scènes sont vraiment des hashtags gênants pour lui, il n'y est pas son meilleur, par un metteur en scène qui ne sait pas le faire clairement travailler. On peut l'écouter dire qu'il s'est essayé un jeu d'acteur différent, on le voit souvent jouer le Arnold qui s'en branle, alors que l'on sait qu'il peut être bien meilleur. Le bonhomme est critiqué pour son jeu coincé, et ils changeront tous d'avis. Le film d'après, Predator, et beaucoup pensent que sa popularité va décroître et d'un magazine à l'autre changeront littéralement ce qu'ils pensent du bonhomme sans jamais se remettre en question ou prendre le recul sur leur dire. Moi, tu vois, je suis plus sado que maso, ça t'étonne? Non.
Seulement voilà, Arnold Schwarzenegger, lui, n'est pas dupe et sait se vendre et s'amuser avec le capital sympathie qu'il amène lors de ses interviews, dont sa bonhomie n'a d'égal que la joie qu'il a de parler de ses films. Arnie va donc se lancer sur Predator de John McTiernan juste après, et la légende sera lancée, et beaucoup de gueules se fermeront. Sur la version française, c'est le formidable Patrick Florsheim qui officie sur sa voix, capable de balancer les petites phrases qu'il faut comme personne, seulement ici, elles sont mal écrites et donc elles tombent toujours à l'eau, et rendre le jeu d'acteur d'Arnie un peu meilleur que ce que l'on voit à l'écran, malgré le fait qu'il soit filmé en tellement gros plan qu'on voit qu'il joue très mal. Patrick Florsheim reviendra en tant que doubleur sur Arnold sur le film Jumeaux. Qu'est-ce qu'on fait? Faut appeler les flics, quoi? Accompagnant le Arnold, il faut quand même le noter dans ce film, nous avons une ribambelle de gueules de cinéma. Mais commençons d'abord par le féminin avec Monique, qui est un personnage que Kaminski rencontre et qui va vite avoir le béguin pour le bonhomme. Tu feras bien attention à toi. Le rôle est interprété par Catherine Harold, très jolie, et qui est apparue dans de nombreuses séries télévisées. J'aurais de quoi gamberger longtemps avant de savoir lequel de nous deux est le plus dégueulasse. On a pu la voir l'année d'avant dans le Série Noire pour une nuit blanche, le film fou de John Landis, et après le contrat, c'est nada au cinéma et que de la télévision. Elle aura fait donc du Starsky Hutch, du Dream On, du Larry Sanders Show, du Chicago Hop ou The Practice, jusqu'à Desperate Housewives, et c'est Evelyn Selena qui la double ici, la voix de Glenn Close, de Helen Mirren ou de Meryl Streep. Il est mort. Darren McGavin joue le chef Harry Shannon qui va donc remettre le Arnold sur les rails de la tuerie. Il joue bien sûr lui excellemment bien et donne même la seule sensation d'humanité de personnage de ce film puisqu'il perd son fils en début de métrage. C'est un acteur connu au cinéma pour des films comme L'Homme au bras d'or d'Otto Preminger, Les Naufragés du 747 de Jerry Jameson, Le Meilleur de Barry Levinson ou Flic aux zombies de Mark Goldblatt. Il va jouer Mike Hammer à la télévision de 1958 à 1959, mais c'est Dossier brûlant qui va le consacrer dans le rôle du détective sur le surnaturel Karl Kolchak qui va inspirer Chris Carter pour X-Files. C'est Jacques Deschamps qui le double ici. Et ne ratons pas la scène de fin où il montre tout son talent d'acteur et nous fait chialer. Tu as tué des mecs, Joey? Oui. Luigi Patrovita est joué par Sam Wanamaker, il a de grands rôles à son actif, mais subira les foudres des listes noires du McCarthyisme. Cela ne va pas l'empêcher de tourner en Angleterre dans de nombreux films et de se retrouver ici en méchant mafieux. Citons parmi ses grands films Taras Bulba de Jack Lee Thompson, Le Voyage des damnés de Stuart Rosenberg, Mort sur le Nil de John Guillermin, l'infâme Superman 4 de Sidney Furie, et pour ceux qui aiment l'humour noir, la liste noire d'Irving Winkler, lui qui l'a vécu en vrai. Il va réaliser de nombreux épisodes de télévision, dont Deux Colombo et le Simbad et l'œil du tigre. Sa voix est de Yves Massard. C'est vous l'emmerdeur que Lamansky a aux fesses. Et uniquement parce que vous avez cassé un de ses rats et démoli deux malheureux balèzes. Polo Rocca, par contre, est joué par Paul Shenar, connu ici pour avoir incarné le personnage d'Alejandro Sosa dans le film Scarface de Brian De Palma, dont j'avais parlé. On l'a vu dans le Man on Fire d'Eli Chouraki, Pacte avec un tueur de John Flynn, et, il faut que je le dise, c'est compliqué, le Grand Bleu. À noter quand il est devant le procureur, sa belle phrase « Je refuse de ne rien dire », c'est donc qui va parler, c'est complètement con au lieu de dire « Je refuse de parler », mais bon, ça n'engage que moi, c'est tant pis, c'est comme ça, c'est les dialogues. Monsieur, je refuse de rien dire. Comme m'y autorise le 5e amendement de notre Constitution. Dans les années 1970, Paul Shenar entretient une relation qui aurait duré 5 ans avec l'acteur Jeremy Brett et malheureusement meurt le 11 octobre 1989 de complications liées au sida. Jean Barnet le double ici, il est la voix de J.K. Simmons ou Scott Glenn sur certains films. Surtout qu'elle en prenne plein la gueule et publiquement. Que personne ne s'avise plus de forcer ma porte. Martin Lamansky, joué par Stephen Hill, acteur à la réputation d'être très compliqué sur les tournages. En 1966-67, il connaît la notoriété mondiale à travers le rôle emblématique de Daniel Briggs dans la première saison de Mission Impossible, avant son éviction de la série et son retrait carrément d'Hollywood pendant 10 ans. En effet, chaque fin de semaine, la production de Mission Impossible travaille et retravaille les scènes techniques qui sont les plus onéreuses, certains épisodes coûtant ainsi des milliers de dollars en heures supplémentaires. De confession juive orthodoxe et impliquée
impliqué dans la pratique religieuse depuis son interprétation de Freud, il ne peut suivre les exigences des producteurs quant au prolongement des tournages le week-end. Conformément à son contrat, il doit pouvoir rentrer chez lui tous les vendredis soirs pour se reposer et pratiquer son culte, quelles que soient les conditions du tournage. Ah non, mais quel jet de con! Refusant toute forme de souplesse, l'acteur irrite la production qui commence à lui en vouloir et va vivre donc une longue traversée du désert et reviendra dans certains films dont le dernier, La Firme de Sidney Pollack. C'est ici Yves Barsac qui le double avec un petit accent, je dois le dire, pas à piquer des hannetons. Non, c'est pas ce que vous croyez. Nous sommes dans le même camp. Je m'apprêtais à accueillir ces gars un par un. Joe Regalbuto joue Marvin Dexter, donc le procureur, et c'est Edgar Givry qui le double. On l'a vu dans L'épée sauvage d'Albert Pyun, La nuit des juges de Peter Iams et quelques séries télévisées. Alors bon, il faut pas quand même avoir vu 3000 films pour vite comprendre que le traître c'est lui. C'est comme ça, mais bon, ça passe. Et puis bon... L'acteur est toujours assez bon. Ça marche? La cata. Ouais, je vois. Et nous avons surtout notre Robert Davi préféré en Max Keller, l'homme de main, des Goonies de Richard Donner, d'Action Jackson de Craig Baxley, Piège de cristal de McTee et Sanchez dans Permis de tuer de John Glade, Maniac Cop 2 et 3, Predator de Stephen Hawking. Ses rôles sont nombreux et j'ai souvent parlé de lui. La Mansky m'a dit de le payer lui, sinon il reviendrait foutre le feu. Ta boîte marche vachement bien. Salaud! Oh, faut appeler les poulets. Il est toujours excellent, même dans des petits rôles, et son doublage il est ici de Georges Berthaumieux. Bah, si c'est le cas, je préférerais être à sa place. L'unique façon dont tu puisses espérer être couché près de moi, c'est qu'on soit renversé par la même voiture. Il est bien plus présent que tous les autres mafieux dans ce film et c'est un régal à voir puisqu'il est vicieux, tueur, il essaye toujours de ken la pauvre Monique et toujours, en gros salopard, déteste le personnage d'Arnie et essaie de le piéger dès le départ. On l'adore et il finira bien sûr... buté dans un cimetière. Au papier. Bien sûr. On a vu ces trois gaillards sortir de l'hôtel après vous. Et enfin, en gueule ultime cinéma, nous avons Ed Lauter en Baker, toujours excellent et doublé par le grand Roland Ménard. Sa filmographie et sa gueule parlent pour lui et il est aussi un second rôle ou un tiers rôle toujours très très bon. Il joue un flic ici que l'on s'intègre dès le départ. Bien sûr, sur le final, nous avons le cher Sven, le poteau d'Arnie qui apparaît quelques secondes. Pour se faire dessouder presque aussi vite qu'il apparaît. Polar burné, méchant ou ça flingue plus que de raison, le contrat s'en sort finalement bien. Alors pas par ses qualités et défauts, mais par la rapidité de sa sortie, figurez-vous, parce qu'uniquement capitalisé sur le nom de l'acteur sur l'affiche, comme vous pouvez le voir à ma gauche, et presque sans aucune communication. De Laurentiis veut concurrencer Stallone et son Cobra mais ne pas payer de pub, c'est une chose sûre, et l'emploi de techniciens à leur meilleur est une très bonne idée avec un cadre plus que juste et une image superbe. Alors le film a mauvaise réputation pour sa simplicité, et pour cause, une musique absolument imbitable composée par un groupe de musiciens se faisant appeler Cinémascore, ben voyons, composé notamment de Chris Borman, qui rend le film absolument ringard à chaque note, daté et sans aucune imagination avec des guitares dégueulasses, du saxo de films érotiques et des synthés de mauvaises séries. Le montage erratique, voire encore plus dégueulasse que la musique, sur le prologue nous montre dès les débuts que rien ne va et tout le film, ça va pas aller en s'arrangeant. Même Arnold du coup semble absent malgré une tentative d'épaisseur de personnage avec sa femme alcoolique au début, mais où rien ne va, on le voit même écouter de la musique classique chez lui en chaussettes blanches, c'est magnifique.
La narration est digne d'un épisode de la série télévisée américaine en mode on s'en branle et rate le coche commando qui sert d'exemple au réalisateur pour excuser le peu de travail effectué. En tout cas, une chose est sûre, on est bien chez Dino De Laurentiis, une histoire classique, mal travaillée, et tout est mis en œuvre pour nous faire croire à l'époque que l'on y voit un grand film, ce qui est le cas sur le cadre et la photo, mais servi par des dialogues ineptes et trop souvent présents, et où l'humour rate le coche à chaque fois. John Irving dit à tout le monde qu'il veut faire un film qui n'est pas daté, et pourtant c'est le contraire, et ce dès la sortie, où le film sera considéré par certains critiques qui n'ont sûrement pas les yeux en face des trous, et d'autres qui sous-estiment grandement le harni, ne connaissant pas les termes de son contrat avec le Dino. Je sais maintenant ce qu'on appelle la poésie de la justice. Pour moi, la note est simple, c'est pas plus d'un 2/6 pour 106 minutes d'action et d'Arnold en costard dans un univers ringard filmé par un réalisateur et un producteur qui ne le sont pas moins. 2 points, parce que pour la photo déjà, le casting et le fait qu'Arnold se soit libéré du producteur italien. Du De Laurentiis donc pur jus, on adhère ou pas, mais au moins on sait où on met les pieds. Ici il essaye donc de copier Commando, mélangé bien sûr à Scarface de De Palma, sans talent aucun, et n'oublions pas le beau final larmoyant où les larmes nous prennent, mais c'est à force de rire. Eh oui, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, donc je suis effectivement très dur avec ce film, mais franchement, j'en avais une très mauvaise image, un mauvais souvenir de la vision cinématographique, et quand j'ai revu le film pour le travailler, c'était encore pire. Je me suis fait chier comme un rat mort. Parlons-en dans les commentaires, je suis peut-être un peu dur pour certains, mais ce n'est pas grave, on passera sur autre chose et on se rabobichera. Je vous fais de gros bisous, pensez à vous abonner et appuyer sur la cloche, c'est gratos, et je vous dis à bientôt pour du très lourd, cette fois du vrai. Bye bye.